Après avoir évoqué les grandes périodes de l'histoire grecque, on va maintenant aborder les héritages. C'est peut-être ça justement que la Grèce nous apporte le plus. Il y a toutes sortes, en fait, ces héritages-là sont à plusieurs niveaux et vous allez vous apercevoir que il y a des choses qui ont été introduites durant la Grèce antique qui sont encore, je dirais, des notions, des conceptions qui sont encore assez centrales à nos vies actuelles. Euh, Au premier point, un premier type d'héritage dont on pourrait parler, c'est l'héritage politique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Grèce est un véritable laboratoire d'expérimentation politique. Comme il y a plusieurs cités ont été fondées, et comme je vous le disais, il n'y a pas particulièrement d'unité politique, il n'y a pas donc il n'y a pas un gouvernement pour toute la Grèce, c'est qu'il y a plusieurs cités, donc des cités-États qui vont se développer et qui adopteront différents styles de régime politique. On pourrait parler, j'ai quelques exemples que je vous montre ici. Bon, évidemment, il y a le cas de la démocratie à Athènes, dont on reparlera abondamment dans quelques instants, mais d'autres genres d'organisations, on pourrait parler d'oligarchie. Ce sont des gouvernements oligarchiques. C'est un gouvernement où il y a un groupe restreint d'individus ou de familles qui va posséder le pouvoir, comme à Sparte, par exemple. Il y a des gouvernements ailleurs on parlera de plutocratie, c'est-à-dire que c'est seulement les plus fortunés de la cité qui pourront participer à l'administration de la cité. Des cas de gérontocratie, c'est-à-dire que ceux qui sont invités à partager le pouvoir, à occuper le pouvoir, ben, ce sont des personnes qui seront plus âgées, donc qui devront avoir un certain âge. Et il y aura certainement en Grèce, évidemment, l'expérience de la monarchie, des villes qui seront dirigées par des rois. Mais le cas peut-être le plus intéressant, c'est cette expérience assez formidable qui s'appelle la démocratie athénienne. Athènes a commencé en étant dirigée par un roi, mais éventuellement, ben, il y a peut-être des individus plus fortunés dans la cité qui auraient souhaité participer au gouvernement de la ville, c'est-à-dire avoir un pouvoir politique équivalent à leur poids économique. Et les choses ont évolué de telle sorte qu'éventuellement, en Grèce, à Athènes, excusez, on va éliminer justement toute forme de barrière et on va laisser tous les citoyens de façon égale participer aux affaires de la cité. Donc, c'est un cas qui est très intéressant. Et ça, d'abord, à la base, donc, les 35 à 40 000 citoyens d'Athènes sont invités à participer aux réunions de l'Ecclésia. On comprend que ce n'est pas tout le monde qui va y aller tout le temps, mais je dirais à peu près une fois par mois, l'Ecclésia va se rencontrer et on va prendre des décisions importantes en ce qui a trait au budget. C'est là qu'on va voter les lois. C'est là qu'on va voter notamment aussi, c'est cette espèce de mesure assez particulière à Athènes, c'est-à-dire l'ostracisme, c'est-à-dire que si un citoyen ne se conforme pas aux lois de la cité, on peut l'exclure de la ville, on peut le bannir de la ville. Et à partir de l'Ecclésia qui va voter un tas de choses, bien évidemment, on va désigner des individus qui vont occuper des fonctions plus précises. Je pense notamment, par exemple, les magistrats qui sont élus pour un an, ils sont environ 700. Donc, les magistrats sont élus pour un an et ce sont eux qui vont notamment s'occuper de dossiers bien particuliers, des affaires extérieures, des affaires religieuses, des affaires économiques. Alors donc, ces gens-là sont élus par l'Assemblée des citoyens. Ensuite, on va élire aussi 500 membres des bouleutes, donc à la boulée. La boulée, c'est une espèce de conseil exécutif d'une certaine manière. C'est lui qui voit à l'application des lois et c'est lui qui prépare les réunions mensuelles de l'Ecclésia. Et aussi, donc, les membres de l'Ecclésia vont également élire, en fait, c'est par là, on va les tirer au sort parmi les membres de l'Ecclésia, les membres de l'Élié. Donc, l'Élié, c'est le tribunal populaire. Ils vont siéger environ 200 jours par année. Et c'est là qu'on va traiter, donc, c'est là qu'on va juger justement les citoyens qui seront accusés de tel ou tel tort ou tel crime. Alors, vous voyez, donc, c'est une organisation qui est vraiment là, c'est tous les citoyens peuvent y participer, peu importe leur niveau de fortune, tous les citoyens peuvent y participer. Par contre, ce système-là, il n'est pas parfait, évidemment. On peut d'abord remarquer que c'est seulement les citoyens qui peuvent y participer. La définition du citoyen, elle est assez stricte, elle est assez restreinte. On parle d'hommes nés de pères et de mères athéniens. Donc, c'est environ 10 à 15 des habitants de la ville seulement qui peuvent participer à ces affaires-là. Ça exclut les femmes, ça exclut les métèques, ça exclut les esclaves. J'y reviens dans 2 instants. L'autre problème, c'est que l'expérience, oui, elle est très belle, elle est très bonne, mais elle sera rapidement contestée et elle ne dure dans le fond que 150 ans. Donc, on ne peut pas dire que ça va laisser des traces profondes. Mais l'expérience est quand même intéressante. Et c'est là, justement, quand on parle d'un héritage de la Grèce, un héritage politique important, c'est que c'est là où, pour la première fois en Occident, on pose peut-être une réflexion vraiment profonde sur l'homme et le pouvoir et sur la façon de se gouverner. En tout cas, cette expérience-là, elle est quand même intéressante.
Le système imparfait, ben, c'est justement, c'est bon, je fais juste sortir quelques chiffres ici. Si on regarde, c'est 35 à 40 000 citoyens seulement sur une population finalement qui varie quelque part entre 260 000 355 000, dépendant des historiens qu'on consulte. Et ce qui est intéressant de regarder aussi quand on parle d'un système imparfait, c'est le nombre d'esclaves. Le nombre d'esclaves, il est considérable. C'est à peu près, c'est entre 25 à 30 de la population qui est esclave. Alors, bon, pour un système qui se dit plus égalitaire d'une certaine manière, d'un premier coup d'œil, c'est ça qu'on pourrait penser, mais non, le nombre d'esclaves, il est quand même extraordinairement élevé. Euh, la situation, le sort réservé aux femmes aussi est assez particulier. Elles sont complètement soumises à leur mari. Donc, essentiellement, les femmes sont vouées à un rôle reproducteur. Et dans la plupart des maisons athéniennes, ben, les femmes seront confinées au gynécée. Le gynécée, c'est une pièce essentiellement réservée aux femmes. Donc, contact assez minimal entre les hommes et les femmes. Donc, c'est assez particulier. Système imparfait aussi, je le mentionnais tout à l'heure, la démocratie athénienne exclut ceux qu'on appelle les étrangers ou qu'on appelait les métèques. Donc, ce sont des gens qui vont venir s'installer à Athènes, peut-être attirés par le dynamisme économique de la cité. Donc, ce sont des gens qui pourront avoir des commerces, ce sont des artisans, ils auront le droit de vivre, ils auront le droit de faire de l'argent, mais ces étrangers vivent dans des quartiers séparés des citoyens et n'ont aucune participation aux activités civiques, aucune participation à la vie politique. Et il y a évidemment, j'y reviens, des esclaves, 25 à 30 de la population. Alors, qui sont ces esclaves? Ben, ce sont des prisonniers de guerre, ce seront des enfants abandonnés. Donc, il y en a beaucoup, 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 évidemment, et ils sont confinés à des travaux manuels. Et très rarement, ils pourront se libérer, pourront s'affranchir. On le voit ici avec l'image, visiblement, de travaux manuels. Ben, ce sont des esclaves qui sont en train de récolter des olives, parmi les nombreux oliviers qu'on va retrouver en Grèce. Donc, des travaux manuels. Et donc, ce sont des esclaves. Ce sont la propriété d'autres individus. Quand on parle d'héritage important, ben, on parlera d'héritage culturel, évidemment. Euh, D'abord, l'impact sur la langue française. Les Grecs vont emprunter l'alphabet des Phéniciens. Les Phéniciens, je le rappelle, avaient été les premiers à concevoir un alphabet, donc avoir des symboles qui correspondent à des sons émis par la bouche. Les Grecs vont reprendre cet alphabet et vont y rajouter des voyelles. Et il y aura tout un langage qui va se développer. Et donc, on le voit très bien, il y a encore beaucoup de préfixes et de suffixes très présents dans la langue française aujourd'hui qui viennent du grec. Donc, agogie, archi, crassie. Donc, on le voit, là, c'est ça, il y a un héritage définitivement intéressant, important sur la langue française. L'héritage religieux est aussi intéressant. Écoutez, pas que l'Occident va être polythéiste tout au long de son histoire, bien au contraire, mais l'héritage religieux, il est quand même intéressant. Bon, d'abord, les Grecs vont développer une mythologie qui est très riche. Et pour eux, les dieux, pour les Grecs, les dieux, c'était la mythologie, excusez, c'était une manière de rapprocher le monde des hommes et celui des dieux. Et surtout, ben, les dieux permettent d'expliquer l'inexplicable. Donc, il y a une mythologie extraordinairement riche qui va se développer et qui va être très, comment je pourrais dire, elle est constamment en évolution, cette mythologie. Il y a évidemment les dieux de l'Olympe qui sont reconnus à travers la Grèce, donc ce sont ces enfants de Cronos qui vont diriger le monde, bon, qui vont évidemment dirigés par, par Zeus. Mais donc, ce sont ces dieux, ils sont reconnus à travers la Grèce. Mais après ça, quand on se déplace en Grèce, dépendant des régions, chaque région aura ses divinités locales. Bon, si on habite davantage dans une communauté de pêcheurs, ben oui, on aura des divinités particulières. Si on habite davantage à l'intérieur des terres et qu'on est éleveur de moutons, ou ainsi de suite, on aura des divinités particulières. Et il y aura ces cas aussi de demi-dieux, c'est-à-dire des êtres humains euh, qui auront accompli des gestes tellement extraordinaires qu'éventuellement, ben, ils vont prendre presque place aux côtés des dieux. Donc, comme je le mentionnais, pour les Grecs, ils ont cette mythologie, elle est riche, elle est imagée, et elle est constamment en évolution. Et on a encore des traces, encore aujourd'hui, comme par exemple si on parle du fil d'Ariane. Donc, c'est cette légende de Thésée qui s'est rendu dans une île pour tuer le Minotaure et pour sortir justement de ce labyrinthe qui conduisait vers le Minotaure. Thésée a utilisé le fil donné par son amoureuse. Donc suivre le fil d'Ariane, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une ligne directrice, avoir une ligne de conduite pour atteindre son but. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, on a le complexe d'Édipe. Euh,
C'est une histoire assez formidable, assez riche celle-là aussi. On la connaît un peu. C'est cet individu qui, sans le savoir, ben, va tuer son père pour épouser sa mère, mais qui va défaire le Sphinx suite à de nombreuses, il va répondre à l'énigme du Sphinx. Et Freud va utiliser cette histoire-là, justement, pour désigner le désir du garçon d'entretenir une relation, du garçon à peu près 4, 5, 6 ans, d'entretenir une relation étroite avec sa mère. Je pourrais donner l'exemple aussi d'ouvrir une boîte de Pandore. Donc, Pandore, c'est cette jeune femme qui a été attirée par Zeus. Donc, Zeus y a placé une boîte et curieuse, elle ouvre la boîte et dans cette boîte étaient contenus tous les maux de la terre. Et tous les maux sont sortis, sont répandus sur la terre. Et tout est sorti sauf l'espérance. Ouvrir une boîte de Pandore, l'expression est encore utilisée aujourd'hui en français, c'est déclencher une série d'événements malheureux d'une certaine façon. Donc, la religion, elle est intéressante, elle est là. Mais surtout aussi, quand on parle d'héritage religieux, ben, on peut parler des Jeux olympiques. Parce qu'au départ, les Jeux olympiques sont des compétitions à la gloire des dieux. Les compétitions vont se dérouler sur un site où il y a un immense temple ou un immense temple avec une immense statue de Zeus. Et au départ, donc, les gens se rassemblaient là et d'une certaine façon, pour célébrer la gloire des dieux, ben, on a commencé à y tenir des compétitions sportives. Éventuellement, ces Jeux olympiques vont avoir un rôle extraordinairement important pour les Grecs, c'est un rôle unificateur, mais aussi pendant ces Jeux olympiques, il y a une trêve. Il y a une trêve et les conflits qu'il peut y avoir entre les différentes cités cessent temporairement. Et c'est peut-être justement pendant ces Jeux, pendant cette trêve olympique, que pourront se régler justement plusieurs différends au niveau diplomatique. Donc, les Grecs trouvent ça important, ces Jeux-là. Et je m'y arrête 2 instants parce que les Grecs, ils aiment bien les compétitions sportives et à chaque année se déroulent des compétitions à travers toute la Grèce. Les Jeux olympiques, ce sont évidemment les plus importants. Ils se déroulent à tous les 4 ans. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'il y a d'autres villes, il y a d'autres endroits où vont se dérouler les Jeux. Je pense par exemple à Delphes, je pense les Jeux de l'Isthme, je pense que les Jeux de Némée. Alors tous ces Jeux-là, finalement, ben, se déroulent sur un cycle de 4 ans. Les Jeux olympiques sont les plus prestigieux parce qu'ils se déroulent sur le site d'Olympie. C'est vraiment pendant 1200 ans, à tous les 4 ans, il va se tenir donc des jeux. Donc, c'est extraordinairement stable. Je reviens dans quelques instants. Donc, en 776, pardon, avant Jésus-Christ, on tient les premiers jeux officiels. Et ça, je vous l'avais mentionné lors de la toute première capsule, c'est que les Grecs vont compter les années, leurs années. Ça va être leur mode de calcul du temps. Le point de départ, ce sont les premiers Jeux olympiques. Et les Jeux vont se maintenir jusqu'en 394 après Jésus-Christ, au moment où l'empereur Théodose va interdire ces Jeux-là. Parce que rendu en 394, l'Empire romain est maintenant un empire qui est chrétien. Et comme empire chrétien, on accepte mal que des jeux se tiennent en l'honneur de plusieurs dieux finalement. Donc, l'empereur Théodose interdit les manifestations païennes et les Jeux olympiques constituent ces manifestations païennes. Les jeux se déroulent sur un site, qui est assez élaboré. Donc, au cœur du site, on a le temple de Zeus, et là, on voit tout autour, il y a différents autres temples, mais il y aura donc, on voit le stade, il y aura un hippodrome, parce que parmi les compétitions sportives, on aura des courses de chevaux, et on aura ben, des endroits où loger les athlètes, des endroits où pourront s'entraîner les athlètes. Donc, c'est un site qui est assez élaboré d'une certaine façon. Et là, ben, si on regarde aujourd'hui, quand on regarde les vestiges, ben, ça, c'est le stade. C'est peut-être un peu moins spectaculaire que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Donc, on remarque qu'il n'y a pas d'estrade particulièrement. Il y a peut-être une espèce d'endroit pour accueillir des dignitaires ici en plein milieu, mais c'est le stade. C'est là où se déroulent les compétitions de course et se dérouleront aussi les compétitions de combat, les sports de combat. Donc, on a encore des ruines aujourd'hui qui existent. Donc, on voit donc tout cette une espèce de corridor. De part et d'autre, on avait des gymnases. Et au cœur, comme je vous le disais, du site en question, il y a cette espèce d'immense statue de Zeus qui, semble-t-il, faisait à peu près 10 mètres de haut. Elle était richement décorée. Et en fait, c'est ce temple-là qui, au départ, attirait les visiteurs. Et c'est pour ça que ce site-là va être particulièrement approprié pour que s'y développent des compétitions sportives assez poussées.
Donc, parmi les compétitions des Jeux olympiques, il y a évidemment des courses de chevaux. Donc, les chevaux, c'est quoi? Ben, c'est des courses, ce sont des chars tirés par 4 chevaux. Donc, on appelle ça des quadriges. C'est une compétition qui est très appréciée des Grecs. Comme compétition aussi, on a le pentathlon. Donc, c'est une compétition qui regroupe 5 épreuves. Donc, penta, ça veut dire 5. On a des épreuves de course, de lutte, de lancer du disque, lancer du javelot et du saut en longueur. Donc, celui qui se distingue le plus parmi ces 5 compétitions-là est évidemment déclaré le vainqueur. Il y a des compétitions de course. Donc, on a vu le stade tout à l'heure. Ben, c'est ça, une course de stade. Ben, c'est simplement un sprint. C'est courir, de faire une longueur de stade. Le diolos, c'est courir 2 longueurs de stade. Le dolikos, c'est de courir 4 longueurs de stade. Et parfois aussi, on ajoutait la course en armes. Donc, on s'imagine ces soldats nus, ces athlètes qui sont nus, mais qui portent un casque, une épée, un bouclier et des jambières. Ça devait être assez quand même spectaculaire. Et finalement, bon, on a des sports de combat qui sont particulièrement appréciés. On a le pugilat qui pourrait peut-être s'apparenter à la boxe actuelle. Les combattants s'enroulent les mains de lanières de cuir et il s'agit évidemment de projeter l'adversaire au plancher. Ensuite, on a les compétitions de lutte et là, bon, les coups sont interdits. C'est simplement par une série de prises. Il s'agit de maîtriser son adversaire. Et finalement, peut-être la compétition la plus appréciée, c'est le pancrace, c'est-à-dire, bon, on pourrait dire que presque tous les coups sont permis, c'est-à-dire un moyen de frapper l'adversaire, faire des prises. En fait, essentiellement, tous les coups sont permis, à part peut-être mettre les doigts dans les yeux de l'adversaire. Il y a une histoire assez extraordinaire en lien à ça. Un des grands champions olympiques s'appelait Arikion, champion pendant 3 Jeux consécutifs dû au pancrace. Et à sa 4e Olympiade, Arikion est en train de perdre son combat. Essentiellement, son adversaire est en train de l'étouffer, mais Arikion refuse de se rendre. Et dans un dernier geste de désespoir d'une certaine façon, Arikion s'empare d'un orteil d'un adversaire et le brise. Et l'adversaire, de douleur, va taper sur le sol et va abandonner le combat. Et le problème, Arikion est déclaré le vainqueur, sauf que Arikion a déjà succombé justement à l'étouffement de son adversaire, ce qui est quand même assez intéressant. Donc, un champion olympique, mais à titre posthume, c'est quand même assez spectaculaire. Ce qu'il faut voir aussi, ben là, on s'éloigne peut-être un peu de l'héritage religieux, mais juste on était dans le thème sportif, voir que les Grecs ce ne sont pas tous de grands athlètes, les Grecs ne sont pas tous des lutteurs ou des coureurs, mais tous les Grecs vont jouer à la balle. Tous les Grecs ont une balle. L'importance du sport dans la vie des Grecs, elle est toute là. La plupart des grands philosophes vont parler de l'importance justement de bien entretenir son corps. Les grands philosophes vont parler de l'importance de s'entretenir l'esprit, développer son esprit, s'ouvrir au monde, mais aussi vont accorder beaucoup d'importance à l'activité physique. Et les Grecs, contrairement aux les Romains vont, on le verra, développeront davantage de sport-spectacle. Les Grecs, ça va être davantage des participatifs, c'est-à-dire qu'on va essentiellement jouer à la balle pour s'échauffer, pour s'entraîner. L'héritage peut-être le plus important, c'est l'héritage intellectuel chez les Grecs. Euh, il y aura, ma foi, des développements assez formidables dans tous les domaines. On parle ici, par exemple, de la philosophie qui permet, mais en fait, c'est une façon d'aborder le monde, d'interroger le monde et d'essayer de le comprendre. On aura un développement justement qui est tout à fait consécutif au premier, donc interroger le monde, mais éventuellement, il y aura un développement scientifique assez formidable. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'expliquer le fonctionnement du monde par la raison et sans, justement, passer par les dieux. Les dieux, oui, étaient utiles éventuellement, dans un premier temps, pour essayer d'expliquer l'inexplicable, mais d'un autre côté, il y en a qui vont dire, il faudrait peut-être aller plus loin. On ne remet peut-être pas en question l'existence des dieux, mais on est capable de comprendre des choses par nous-mêmes. Et ça, en Grèce, c'est la première fois qu'on pousse justement ce raisonnement-là. Et puis finalement aussi, comme développement, comme héritage intellectuel important, c'est vraiment en Grèce que pour la première fois, il y a un effort d'essayer de développer l'histoire, essayer de comprendre le passé, essayer de découvrir le passé et d'expliquer les événements de façon rationnelle. Bon, quand on parlait de la philosophie, évidemment, c'est ça. Inventer la philosophie pour comprendre et expliquer le monde. Et il y en a 3 individus particulièrement qui ont marqué. Vous les étudiez encore aujourd'hui dans vos cours de philo. On parle de Socrate, de Platon et d'Aristote. Donc, ils vont développer justement une espèce de morale. Ils vont développer une espèce de goût du dépassement de soi, du goût
comprendre le monde, justement, d'essayer d'interroger le monde, de le regarder et de le comprendre, de comprendre le fonctionnement du monde. Donc, autour de ces trois individus-là, va se développer justement une façon d'aborder le monde. Il y a certains, bon, justement, quand on interroge le monde, on finit par comprendre des choses. On parle, par exemple, d'un type qui s'appelle Ératosthène. C'est un savant qui, lui, va d'abord affirmer que la Terre est ronde et aussi, par un système de triangulation, va être capable de calculer la circonférence de la Terre. Et il s'est trompé d'environ 80 kilomètres seulement. Donc, imaginez, donc, avec l'instrumentation qu'il avait à l'époque, c'est quand même quelque chose, quand même poussé assez formidable. Aristarque de Samos, lui, va affirmer que la Terre tourne autour du Soleil, ce qui nous apparaît assez évident aujourd'hui. À l'époque, ce ne l'était pas. Donc, cette façon de concevoir-là, elle sera éventuellement rejetée, mais aujourd'hui, on reconnaît qu'Aristarque de Samos ne s'était pas trompé. Hippocrate, ben, c'est ce savant-là qui, lui, va carrément poser les bases de la médecine moderne. Ce qu'il veut, lui, c'est prévenir les maladies, comprendre comment fonctionne le corps humain et essayer de prévenir les maladies plutôt que d'essayer de les guérir. Puis après ça, ben, on parle de Pythagore, Euclide ou Archimède. Ben, ce sont probablement trois savants qui vont poser les bases des mathématiques modernes qu'on utilise encore aujourd'hui. Je parlais d'historien d'histoire tout à l'heure, ben Hérodote va se transformer, lui, en espèce d'enquêteur, en espèce de journaliste d'enquête. Il essaye de comprendre les événements de l'histoire de la Grèce et le plus souvent possible, si c'est possible, rencontrer des témoins de tel ou tel événement afin d'en avoir plusieurs versions et afin d'avoir un récit le plus objectif possible. Donc Hérodote, d'une certaine manière, fonde la science historique. Sur le plan artistique, il y a un héritage important également. Quel est cet héritage-là? Bien évidemment, il y a toute cette espèce d'histoire des grandes sagas. Et notamment, le plus spectaculaire, c'est peut-être Homère qui va composer l'Iliade et l'Odyssée, cette espèce de grande histoire qui tourne autour de la guerre de Troie. Et on suit les aventures d'un de ces guerriers, d'un de ces combattants de la guerre de Troie qui s'appelle Ulysse. Donc, le premier épisode, l'Iliade, raconte la guerre de Troie et comment les Grecs vont défaire les Troyens. Et après ça, l'Odyssée, c'est le retour d'Ulysse vers son île Ithaque. C'est une histoire absolument formidable. Quand on parle d'héritage artistique, on pourrait parler notamment de Sophocle et Euripide, qui posent d'une certaine manière les bases du théâtre moderne. On joue des drames, on joue des comédies, on joue des tragédies, et de plus en plus, ben, on fait intervenir plusieurs acteurs. Donc vraiment, la base du théâtre qu'on connaît aujourd'hui, c'est posé par les Grecs. Quand on parle d'héritage artistique, bien évidemment, il y aura une architecture qui est tout à fait originale. Notamment, bon, l'exemple que je vous montre ici, ben, c'est le fameux Parthénon à Athènes qui surplombe la ville et toute la frise en haut, ben, elle était décorée de riches bas-reliefs. Donc, il y a une vie artistique extraordinaire. Donc, en bref, les Grecs posent c'est un certain nombre de canons pour la beauté. Peut-être le cas le plus spectaculaire, c'est cette Vénus de Milo. Donc, une statue absolument formidable. Et là, on voit bien que les artistes grecs suivent les enseignements des philosophes, c'est-à-dire on peut observer le monde et on essaye de reproduire le corps humain avec quand même une certaine précision. Rajoutons qu'à ces statues-là étaient fort probablement peintes pour donner encore plus un effet réel. Donc, en bref, la Grèce, c'est vraiment le berceau de la civilisation occidentale. L'héritage, son héritage très riche au niveau politique, culturel, scientifique ou artistique, laisse des traces. Son Cette culture-là, elle est tellement riche que les Romains vont la reprendre à bien des égards et vont la propager à travers justement l'Europe parce que les Romains vont faire énormément de conquêtes. Donc, d'une certaine manière, la Grèce pose des bases, mais éventuellement, ce sont les Romains qui vont la diffuser. C'est clair qu'au Moyen Âge, il y a un certain nombre de ces principes amenés par les Grecs qui seront laissés de côté, notamment en raison d'une Église de plus en plus puissante. Mais c'est que c'est quand même cet héritage-là qui sera à la base, justement, quand on parlera de la Renaissance, l'Occident qui renaît, c'est que l'Occident va renouer avec cet héritage antique et cet héritage grec. Et ça sera l'objet évidemment d'une capsule subséquente.